Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Évangile selon saint Jean. Le prologue, Jean, chapitre 1. Dans de nombreux textes sacrés, la parole est à l'origine de la lumière, des astres, de la terre et de la vie qu'elle contient. Mais pour qu'une parole se propage, soit-elle divine, elle doit émettre une vibration. Le son serait alors la vibration fondamentale et nous en serions l'écho. Et en y réfléchissant, toute mesure gardée, il serait en effet plus sage de nous estimer les enfants du son que les enfants du silence. Nous ne connaissons pas le vrai silence. Je ne parle pas du bruit constant des villes, je parle du caractère inaccessible du véritable silence, connu seulement d'une poignée d'astronautes. Je parle du frottement incessant de l'air contre nos tympans, de la pulsion sourde des battements du cœur, de la balance discrète de notre respiration. Pourtant, avec un peu de concentration, on peut atteindre ce niveau de calme qui rend possible le ressenti d'un silence apaisant et réparateur, et qui a ce pouvoir d'offrir à la note suivante une place plus vibrante encore. L'immense compositeur Debussy n'a-t-il pas écrit « La musique et le silence entre les notes » ? Nous avons le son dans le sang, et sans que nous soyons sommés de le sonder, nous le visitons, le ressentons, et de ces tonalités, pouvons en découvrir les liaisons. Pour s'exprimer, des combinaisons. Pour se comprendre, des transpositions. Pour s'émouvoir, des compositions. Et pour manger, un sandwich au saucisson. Bon, j'arrête parce que vous allez vous endormir. En plus, le saucisson, je déteste ça en fait. C'était plus pour la rime. Hein ? On s'en fout ! Bienvenue à vous sur Radio Art Thérapie. Quel lien peut-on faire entre le son et le soin ? Quels effets bénéfiques pouvons-nous tirer de notre connaissance du son et de la musique ? Et concrètement, c'est quoi les thérapies qui les utilisent ? Je m'appelle Rémi Rossi, je suis art thérapeute en institution et en cabinet sur Bordeaux. Et je veux qu'à la fin de cet épisode, les pouvoirs cachés du son ne soient plus un secret pour vous. Au programme, rencontre avec des musicothérapeutes, sonothérapeutes et même la présentation d'un outil concret dont vous pourrez vous servir et qui devrait vous intéresser. Allez, alors c'est parti pour un épisode de qualité et je dirais même de musicalité. Salut mon pote. Connaissez-vous les figures de Chladni ? C'est ce qu'on est en train de voir. En gros, c'est les motifs que forme le sable éparpillé sur une plaque en vibration. Il n'y a rien de magique, c'est une expérience que vous pouvez réaliser chez vous avec un peu de matériel. La première fois que j'ai vu ces formes complexes et harmonieuses, ça m'a fasciné. Et ça me fascine encore en fait. C'était comme avoir accès au codage secret de la nature. Et je me suis dit, si le son fait ça sur une plaque, qu'est-ce que ça produit en nous quand il nous traverse ? Eh bien, la recherche a essayé d'y répondre. Déjà, c'est important de faire la différence entre acoustique et psychoacoustique. L'acoustique, c'est la science qui étudie le son. Plus précisément, la vibration des particules qui engendrent le son. La psychoacoustique, c'est la science qui étudie la manière dont on perçoit le son, physiologiquement et psychologiquement. Si vous voulez, elle fait le lien entre les caractéristiques d'un son et les sensations qu'il génère. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est au cours du XXe siècle, donc il n'y a pas si longtemps, que ce domaine s'est véritablement développé. On peut citer Ernest Weber et Gustav Fechner qui ont posé des bases au début du XXe siècle, mais c'est plus récemment, à partir des années 70 en fait, que la recherche en neurosciences a permis de mieux comprendre les mécanismes neuronaux impliqués dans la perception auditive.
Même si l'être humain utilisait la musique depuis des temps ancestraux, et je vous renvoie à ma vidéo sur les origines de l'art comme thérapie, bien, la connaissance de la psychoacoustique, ça a ouvert la voie à des pratiques thérapeutiques modernes qui font le lien entre notre connaissance de la psychoacoustique et nos connaissances dans le monde de la santé. Je vous propose un petit tour d'horizon des bienfaits du son connus à ce jour. Alors, c'est pas une liste exhaustive, mais je serais très curieux que vous me disiez dans les commentaires lesquels de ces bienfaits vous avez déjà expérimenté. En fait, c'est une question rhétorique parce que je crois qu'on a tous collectivement déjà expérimenté chacun de ces effets. Réduction du stress et de l'anxiété. Des études comme celle menée par Myriam Thomas en 2013 ont montré que la musique apaisante et harmonieuse peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Amélioration de l'humeur. La musique peut stimuler la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine, qui est associée au plaisir et à la récompense. Écouter de la musique peut donc être indiqué pour améliorer l'humeur et réduire les symptômes de la dépression. Des recherches comme l'étude de Jocelyn en 2008 ont montré que la musique a le pouvoir de susciter des émotions spécifiques, ce qui peut influencer l'humeur de manière significative. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la théorie de l'effet Mozart, qui suggère que l'écoute de certaines musiques, en particulier de la musique classique et donc Mozart, peut améliorer temporairement l'humeur et les performances cognitives. Cependant, les preuves à ce sujet, elles sont vraiment mitigées et il n'y a pas de consensus scientifique solide à ce sujet. Donc, désolé pour ceux qui se sont tapés le requiem de Mozart en boucle quand ils étaient petits parce que leurs parents croyaient à cette théorie. Soulagement de la douleur. Certaines recherches suggèrent que l'écoute de musique peut activer des zones du cerveau qui sont liées à la modulation de la douleur. En conséquence, la musique peut agir comme une distraction efficace et atténuer la perception de la douleur. Par exemple, l'étude menée par Garza Villarreal en 2014 a montré que la musique pouvait être utilisée pour activer des zones cérébrales impliquées dans la modulation de la douleur. Dans ce cadre, on peut aussi citer la sécrétion d'endorphines, permettant entre autres de diminuer la sensation de l'effort physique. C'est la raison pour laquelle la Fédération française d'athlétisme interdit l'écoute de musique pour les courses de running. Et quand on y réfléchit, vous trouvez pas ça fou que les conclusions des recherches aient conduit à considérer la musique comme un dopant dans certains contextes ? Amélioration du sommeil. L'écoute de musique peut favoriser le sommeil en induisant un état de relaxation. L'étude du Dr Armat en 2008 a montré que la musique lente et douce peut améliorer la qualité du sommeil. Réduction de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Le son pourrait contribuer à la régulation cardiovasculaire. Une méta-analyse réalisée par Brad et Dileo en 2009 a montré que la musique peut avoir un impact positif sur ces paramètres. Renforcement des interactions sociales. Eh oui, la musique peut servir de moyen de communication et de partage d'émotions. Participer à des activités musicales en groupe peut renforcer les liens sociaux et améliorer ses compétences sociales. En 2010, une étude a examiné les effets de la musicothérapie sur les interactions sociales chez les enfants autistes. Et si les résultats de l'étude étaient à chier, j'en parlerai pas. Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Oui. Expression émotionnelle. La musique offre un moyen d'exprimer des émotions complexes qui peuvent être difficiles à communiquer par des mots. Son écoute active les zones cérébrales impliquées dans le traitement des émotions, telles que l'amygdale et le cortex conulaire antérieur. On vient de voir que la musique peut stimuler la production de dopamine associée au plaisir de la récompense. Eh bien, une autre étude indique que la musique triste pourrait activer le cortex préfrontal médian, une région impliquée dans la régulation émotionnelle. Stimulation de la créativité. L'écoute de musique ou la production de sons peut stimuler la créativité en activant différentes régions du cerveau et facilitant les connexions entre elles, ce qui favorise l'émergence de pensées nouvelles et une certaine plasticité psychique. J'ai trouvé une étude qui conclut que pratiquer d'un instrument de musique, en particulier à un jeune âge, peut avoir un impact significatif sur la structure psychique. Pour appuyer ce point, je vais citer Oliver Sacks dans son ouvrage Musicophilia, que je vous recommande chaudement, et je vous engage à ne pas vous foutre de la gueule de mon accent espagnol. Le neurologue de Harvard, Álvaro Pascual León, a prouvé pour sa part que le cerveau réagit rapidement à l'enseignement musical. Il a établi que quelques minutes à peine d'exercice de piano pour 5 doigts suffisent à modifier l'activité du cortex moteur. Et des mesures du débit sanguin spécifique de plusieurs régions cérébrales ont révélé de surcroît
que l'activité s'accroît non seulement dans les ganglions de la base et le cervelet, mais aussi dans certains secteurs du cortex cérébral. Cela, que la pratique soit physique ou purement mentale. Et là, on arrive au rôle du thérapeute qui a étudié ces effets et qui va pouvoir les favoriser. Mais le lien avec le thérapeute, il est un peu plus complexe et on va voir ça maintenant. Et c'est pour cette raison que je fais le moulin comme ça. Parce que j'aime bien les moulins. La musicothérapie, c'est une discipline de la thérapie expressive qui utilise la musique, donc l'écoute mais aussi la pratique de musique, comme moyen d'expression, de communication et d'analyse de la relation, comme le définit la Fédération française de musicothérapie. En musicothérapie, la musique est donc mise au service d'une relation thérapeutique. Si vous avez vu un peu mes précédentes vidéos, je vous ai assez saoulé avec le fait qu'en tant que thérapeute par l'art n'est jamais la finalité, il est le moyen. Même dans le cas de la pratique d'un instrument, le but n'est pas que le participant produise une œuvre d'art, mais bien qu'il puisse s'exprimer sur un autre mode qui peut s'avérer libérateur, bénéfique, thérapeutique. Alors, la musicothérapie, pour moi, permet le plus essentiel dans une psychothérapie, c'est de comprendre une émotion. Donc, en psychothérapie, on va plus parler de l'enfance, de tout ce qu'on a vécu enfant, peut-être de la colère qu'on a ressentie, de la tristesse, des traumatismes surtout, et tout ce qui a été vécu à l'intérieur sur notre corps. Ce qui se passe, c'est que en psychothérapie, on va en parler. Donc le cerveau, il va revivre des scènes. Mais sur le côté émotionnel, on peut rester déconnecté complètement de nos émotions. Donc la musique vient ici pour nous reconnecter vraiment à ces souvenirs-là, qu'on peut facilement trouver en écoutant des chansons, sinon par l'apprentissage carrément de l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion ? Parmi les rôles principaux de la musicothérapie, il y a vraiment l'idée de préserver, de restaurer, de maintenir l'expression corporelle et verbale. Au regard des potentiels que je vous ai décrits plus tôt, la relation avec le musicothérapeute, elle va permettre l'identification de ces émotions, l'apaisement de tensions psychiques, de meilleures capacités d'attention, parfois la diminution de la perception de la douleur dans des conditions spécifiques, parfois aussi l'émergence de souvenirs, car la musique sollicite plusieurs types de mémoire. Mais ce point précis, on en parlera dans une autre vidéo. On note deux types principaux de musicothérapie. La musicothérapie active, qui implique le participant à la pratique d'une musique, et donc d'un instrument, et la musicothérapie réceptive, qui privilégie l'écoute et le ressenti. Je voudrais vraiment faire tomber une idée reçue pour ceux qui croient encore qu'une séance de musicothérapie, c'est faire la ronde, secouer des maracas et se dire que tout va bien. C'est vraiment très loin de ça. En musicothérapie, l'expressivité, elle peut prendre des formes très variées. Parfois, ça peut être la manifestation d'une colère sourde ou la verbalisation de traumatismes, comme Beya l'a indiqué un peu plus tôt. Ce qui est sûr, c'est que le musicothérapeute aura toujours une approche impliquée et approfondie dans laquelle il met en œuvre son savoir-faire et qui sera surtout personnalisée, dans le respect du sujet. Pas tout le monde va être réceptif aux mêmes vibrations, pas tout le monde va être... ça, il faut respecter aussi un peu il faut faire un petit peu, je pense, toute une cartographie sensorielle déjà d'une personne avant de comprendre qu'est-ce qu'on a le droit de stimuler ou pas, et qu'est-ce qui viendra effracter ou pas certaines choses, parce que je me souviens d'un adulte autiste avec qui je faisais des séances où lui il avait un seuil de stimulation qui était beaucoup plus supérieur déjà au mien, donc à la fin des séances moi il me fallait du repos sensoriel massif pendant au moins 40 ou 45 minutes parce que j'étais très effracté, mais lui pouvait peut-être aller encore un peu plus haut même s'il fallait. Alors il y en a une infinité de pratiques en musicothérapie, que ce soit dans l'actif ou le réceptif, c'est-à-dire rien que par le bilan psychomusical qui va vraiment agir sur l'histoire musicale de la personne, jusqu'à ce qu'on arrive juste à la détente musicale, au bain sonore, jusqu'à l'écoute musicale simple, juste pour finir ou démarrer un atelier, peu importe.
Donc il y a beaucoup de pratiques en musicothérapie réceptive, et pour l'actif, pareil. Donc que ce soit par le jeu instrumental, le jeu du corps, parce que le corps c'est aussi un instrument, la voix c'est un instrument. L'actif, on trouve aussi la danse, parce que les musiciens bougent, on bouge, ça fait partie. Donc la musique pour moi c'est un besoin, c'est-à-dire que parler, c'est de la musique. Marcher, c'est un rythme, c'est de la musique. Rire, chaque langue, c'est une musique différente. Donc vraiment, en fonction de tout ça, le musicothérapeute, il va s'adapter aux besoins de chacun. Pour des patientes qui ont du mal à parler, quand on se rend compte qu'on est beaucoup d'intervenants à leur parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait quand même privilégier des moments où on se tait vraiment, où on écrit peut-être, on écrit des chansons, où on écrit, où on passe par quelque chose un peu plus métaphorique, un peu plus symbolique, etc. Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plus pragmatique, intellectualisation massive, alors que c'est un de leurs mécanismes de défense pour la plupart, en parlant de choses, en parlant de leur corps, en parlant de leurs pensées, mais en parlant, et pas en les éprouvant peut-être. Ça, je trouve que c'est la musicothérapie, pour moi, permet ça, permet d'éprouver, quoi qu'il arrive, de vivre par le corps, quelque part, des choses qu'on ne fait que dire. Et ça... oui, ça, je peux le dire comme ça. Cliniquement, ceux qui y travaillent, ils le savent, hein, je pense, hein, sans me risquer. Il n'y a pas une musique qui va régler un problème, non. C'est vraiment la musique dans sa globalité qui commence déjà dans la nature, dans le corps, dans le souffle. Et sur ça, on va vraiment composer selon le besoin du groupe qu'on a ou de la personne qu'on accompagne. Ok. Donc, thérapeutes et participants y trouvent leur compte, mais je vais faire mon casse-bonbon, hein, mais est-ce que c'est prouvé? La profession étant encore jeune, force est de constater qu'il y a à ce jour plus d'études validant les effets de la musique que validant les effets de la thérapie par la musique. C'est un vrai défi d'évaluer les bienfaits de la musicothérapie, tant par la nature subjective de l'expérience du participant, que par la difficulté à aboutir à une méthodologie viable et duplicable. On arrive à évaluer, on peut avoir des groupes témoins et du coup on arrive à évaluer d'un point de vue purement scientifique, purement technique, purement matériel. Après évidemment tout ce qui est impalpable, les émotions, le ressenti, on n'a pas forcément de grille bien cadrée. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, les choses vont se rapprocher progressivement. Concernant la musicothérapie, on a une spécialité qui arrive, c'est les neuromusicothérapeutes, qui sont censés être plus dans ce qui est recherche et la reconnaissance en fait. Les effets de la musicothérapie que moi j'observe, après je reviendrai sur la littérature, c'est très difficile aussi d'y répondre parce que c'est vraiment très personne dépendante. En fait, quand on fait des analyses statistiques, la conclusion c'est ça marche ou ça marche pas. Et moi, c'est pas une réponse qui me convient puisque je la trouve simple et donc c'est pour ça que la recherche qualitative permet un peu plus de finesse dans, au contraire, pourquoi ça marche pas, même si le pourquoi est réservé plus à la religion et le comment à la science, mais moi, ça m'intéresse quand même de savoir pourquoi et comment ça marche. Les deux, je pense qu'il faut pas les exclure. Le problème de l'efficacité me gêne toujours, parce que je trouve que c'est un terme qui est en français qui est pauvre, et alors qu'on a une langue très riche, et qui recouvre en anglais deux acceptions, efficacy studies et effectiveness studies. Efficacy, c'est plus au niveau de la recherche quantitative, et effectiveness, c'est plus sur la recherche qualitative. On est malheureusement dans un domaine où, dans un monde, on va dire aussi médical et de recherche qui favorise davantage les recherches quantitatives malgré tout. Et donc, je fais une longue réponse pour dire que l'efficacité ou en tout cas les effets, etc. C'est beaucoup plus complexe, je pense, que ce qu'on veut comprendre. Parce que si on suit ces deux littératures, en fait, on se rend compte que je ne devrais pas travailler avec les personnes souffrant d'anorexie mentale, je devrais me cantonner qu'à mon simple rôle de psychologue. Or, en fait, il s'avère que cliniquement, moi, j'observe beaucoup de choses avec la musique, des choses que je n'arrive pas à expliquer non plus, hein, pas encore en tout cas.
Et en même temps, je refuse assez fort cette vision, on va dire, un peu simpliste de dire que oui, la musique, c'est magique, etc. Ça, on va laisser la magie peut-être à d'autres. Et c'est aussi pour ça que je fais cette démarche, je pense, un peu plus scientifique aussi, d'essayer de scientifiser un peu plus ce que j'observe. Parce que je trouve que de dire que c'est magique, ça dessert nos propos, hein, ça je pense vraiment. Aux yeux des autres professionnels, bien entendu. Hein, nous, on le sait, tu es musicien, je bricole un peu, donc on a cette sensibilité. On le sait ce que ça fait sur nous. J'ai toujours un casque sur les oreilles. Je peux pas. La musique est tout le temps, elle emplit ma vie tout le temps. Donc on le sait ce que ça fait sur nous. Mais la réalité clinique veut que c'est souvent par ce prisme qu'on définit soit l'efficacité du thérapeutique, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Par un peu un taux de réussite, malheureusement. Petit à petit, une base scientifique permet de mieux comprendre l'efficacité de la musicothérapie dans divers contextes cliniques, en dépit des difficultés que confirme Stéphane. Voilà par exemple une étude qui a prouvé l'intérêt de la musicothérapie. Cette étude a été publiée dans le Journal of Music Therapy en 2017. Les chercheurs principaux de cette étude étaient Joe Brad et Cheryl DiLeo de l'université de Drexel aux États-Unis. Le but de cette étude était d'évaluer l'effet de la musicothérapie pour la gestion de la douleur et de l'anxiété aux urgences pédiatriques. Les participants étaient des enfants âgés de 3 à 17 ans qui se présentaient aux urgences pédiatriques avec diverses affections médicales. Ils ont été répartis en 2 groupes, un groupe expérimental bénéficiant de séances de musicothérapie et un groupe témoin sans musicothérapie. Les mesures de la douleur et de l'anxiété étaient évaluées avant et après chaque séance. Les résultats ont montré une réduction significative de la douleur et de l'anxiété chez les enfants du groupe de musicothérapie par rapport au groupe témoin. Les enfants qui avaient bénéficié de la musicothérapie présentaient des scores de douleur et d'anxiété plus bas après les séances. C'est donc une étude, parmi d'autres, qui met en évidence les avantages potentiels de la musicothérapie dans un contexte médical, en particulier ici pour les jeunes personnes en urgence pédiatrique. Si vous voulez explorer un peu plus, vous avez le lien de l'étude dans la description. Pour vous donner des exemples plus concrets du déroulement d'une séance de musicothérapie et de ce qui peut s'y passer, Beya a accepté de prendre la parole, évidemment avec déontologie et dans le respect du participant, pour nous parler d'une rencontre en séance. En fait, je reviens toujours à l'exemple parce que je l'ai vécu plusieurs fois avec les femmes en oncologie. Donc là, peut-être je prendrai surtout l'image d'une femme qui va représenter plusieurs d'ailleurs. Donc, d'une femme en cours de chimiothérapie, qui a perdu ses cheveux, qui a un nouveau corps, qui ne se reconnaît pas du tout. Et ce changement-là, ce bouleversement-là, il va bien évidemment créer des émotions très intenses et des émotions négatives, parce que moi j'aime pas appeler négatives et positives, mais on va dire des émotions qui vont encore faire mal au corps, c'est-à-dire des émotions douloureuses, voilà. Donc non seulement la douleur de la chimio, non seulement de la douleur du traitement, mais aussi émotionnellement il y a beaucoup de douleur. Et donc cette douleur-là, généralement en oncologie, on la traite par des anxiolytiques, par des antidépresseurs. Sauf que la musicothérapie, elle est là pour libérer ces douleurs. Donc juste, c'est un poids émotionnel qu'on va essayer de libérer. Et donc, parmi les exemples qui me reviennent, c'est une dame qui n'osait même pas se regarder dans le miroir. Et donc, dans la salle de musicothérapie, qui sert aussi une salle d'activité sportive, il y a un grand miroir. Et de temps en temps, je fais des exercices devant le miroir, de danse, de musique, donc j'associe parfois les mots. Et donc, ce jour-là, j'ai demandé juste de faire une danse spontanée. J'ai mis une musique. Je me suis dit, on va laisser le corps suivre le rythme. Et on va essayer juste de se regarder dans le miroir. Et donc, chacun dans son coin. Et s'il y a parce qu'on a fait un échauffement, donc s'il y a des mots qui veulent sortir, allez-y. Faites sortir tout ce qui vient. Donc parmi les dames, il y avait une
qui ose se voir pour une première fois depuis très longtemps. Donc, et elle a pris le temps, elle a beaucoup dansé. La danse, pour elle, c'est quelque chose de très particulier. Elle a un lien très particulier avec la danse. Donc, elle a commencé à chanter pour elle-même dans le miroir. Donc, elle s'est raconté des histoires en suivant la musique, en suivant le rythme de son corps. Elle a pleuré pendant longtemps. Et donc, moi, j'essaie toujours de soutenir ça. Il y a toujours le groupe aussi, parce qu'il y a la problématique en commun qui est le cancer. Donc, le fait de se sentir entourée avec beaucoup de bienveillance, elle a libéré cette colère. Elle avait trop de colère en elle par rapport à la maladie. Donc, le fait de libérer cette colère-là par les larmes, mais aussi par la danse, par la parole chantée. Donc, elle s'est dit des mots aussi très durs. Elle a pu se libérer d'un poids émotionnel lourd. Donc, voilà un exemple de ce qui peut se passer dans les ateliers de musicothérapie, mais on a plein d'autres. Cet exemple, il me permet d'aborder un point que j'estime vraiment capital. Je pense, et beaucoup d'art-thérapeutes par l'art seront de mon avis, j'en suis sûr, qu'avec les outils d'évaluation de notre époque, eh bien les chercheurs en thérapie par l'art, malheureusement, ils se heurtent à des frontières indépassables. Il y a des dimensions intimes que les mots seuls ne peuvent pas décrire et que, contrairement à d'autres, les thérapies par l'art parviennent à atteindre. Je pense par exemple à la dimension spirituelle. Dans certains parcours de santé, comme les soins palliatifs dans lesquels j'exerce, la dimension spirituelle est toujours difficile à prendre en charge quand elle est mise à mal. Pourtant, elle est parfois la clé du mieux-être du patient. C'est encore un degré très important de la musique, et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment c'est la quête très intime de chacun de nous, et c'est la quête de chacun, surtout en période de thérapie ou psychothérapie. Et donc pour moi, il y a des réponses, des ressentis que je ne peux pas faire comprendre, que je ne peux pas accompagner dessus, mais j'offre juste le cadre pour que la personne trouve par elle-même les réponses. Ça pourrait être dans l'actif ou dans le réceptif, les deux, c'est-à-dire rien que, par exemple, je dis, je raconte une histoire, je propose toujours une écoute musicale à la fin des ateliers, et une des fois, une personne m'a dit, j'ai vu mon père déjà décédé depuis des années, il est venu, il m'a parlé longtemps, j'ai senti beaucoup d'amour, et ça m'a rempli le cœur de joie. Et donc pour moi, c'est un message vrai, et ça concerne que cette personne-là dont elle avait besoin. Elle avait besoin de voir son père, il est venu ce jour-là, à ce moment-là. Donc pour moi, ça fait partie aussi de l'aspect spirituel de la musique. Parfois, on ressent cette chair de poule, c'est très intime, la spiritualité. Donc la musique offre, et ça nous permet de sentir cette joie-là, on comprend pourquoi on est là. Il y a pas des mots à expliquer, mais on comprend mieux le sens de la vie. Et pour moi, c'est ça le fond de la spiritualité. Et la musique offre ça, offre généreusement cet espace-là. Je pense que la musique, elle a quelque chose d'assez forte pour nous rassembler aussi quelque part, parce que j'ai une pratique aussi instrumentale, donc voilà, j'arrive à capter ces moments tant dans ma pratique, on va dire, plus personnelle que dans la pratique musicothérapeutique. Et j'arrive à capter ce que Trondalen appelait des moments significatifs. J'aime beaucoup cette appellation. C'est vraiment des micro-moments, en fait, où il y a une genre de rencontre un peu qui se fait. Alors c'est très ésotérique encore de le dire comme ça, mais en tout cas quelque chose d'assez c'est impalpable, quoi. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, un peu une harmonie, si j'ose dire, en fait, même si la musique, c'est tant est qu'elle le soit, celle qu'on est en train de jouer, mais il y a quelque chose où
comme si on se rencontrait, quoi. Il y a quelque chose d'assez fort. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la musicothérapie de manière générale et dans la musique de manière générale, c'est que alors que ça pourrait être un frein par rapport à l'art-thérapie, par rapport à la peinture, par rapport à des choses qui restent, la musique ne reste pas. Elle est dans le temps. Elle est très éphémère. Elle est pas palpable. C'est quelque chose d'assez ineffable en fait. Et ça, c'est quelque chose qui moi m'appelle profondément et forcément que il y a des moments significatifs dans d'autres manières dans la parole, dans l'échange, etc. Mais la musique, elle crée autre chose et puis elle déplace un petit peu aussi. J'ai une phrase en tête de Khalil Gibran que je vais sans doute écorcher, mais les mots sont en gros un oiseau de l'espace qui dans la cage des mots ne peut déployer ses ailes mais ne peut pas voler. J'aime beaucoup cette phrase parce que on est vraiment dans ça, c'est-à-dire les mots ça enferme, il y a beaucoup de sens différents, il y a un tas de manières de jamais se comprendre, de se comprendre entre ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire, ce qu'on croit comprendre, ce qu'on veut entendre, etc. Alors que la musique ça s'entend, point. Il n'y a pas de qu'on soit mélomane, qu'on soit musicien, qu'on soit néophyte ou profane, en tout cas il y a vraiment je trouve cette simplicité dans la difficulté. Et même en jouant des petits accords, on le voit, enfin, c'est pas pour donner mon avis sur la musique d'aujourd'hui, mais je vais le faire un peu quand même, mais on le voit sur la simplicité de la musique d'aujourd'hui qui rassemble beaucoup de personnes alors qu'elle est parfois d'une fadeur c'est importante. En tout cas, elle est très parce que c'est des choses qui viennent comme ça, un petit peu entêtant, un petit peu répétant. Ça, c'est quelque chose aussi que la musique permet, la répétition. Je trouve que c'est très intéressant. La musique permet vraiment en répétant d'inscrire une sécurité, une enveloppe, ce qu'a du mal à faire en fait finalement. La parole, même avec tout le cadre bienveillant qu'on peut mettre, notre cadre symbolique, le bureau, le machin, le ciel-là, toutes ces choses-là, c'est super, hein, bien entendu, mais ça reste quand même quelque chose, une relation duel, ça reste quelque chose de connu un peu aussi des personnes. Qu'on aille voir le psychologue, le coiffeur, le banquier, je ne sais qui, on est dans ces relations avec une table, avec des chaises, avec cette chose-là comme ça, qui est connue déjà. Alors que dans une salle de musique, surtout pour des non-musiciens, ça je trouve ça toujours très intéressant, c'est d'observer comment ils s'approprient le lieu, parce que c'est des choses qu'ils ont toujours peut-être voulu faire et qu'ils n'ont pas pu faire. C'est des personnes qui, au contraire, vont pas oser parce que ils se disent voilà, je vais faire n'importe quoi, etc. Et puis d'un coup, on leur montre, ben viens avec moi au piano, puis on fait un quatre mains où évidemment le musicothérapeute en fait un peu plus que la personne qui sait pas jouer, mais c'est ça qui est magique en fait finalement. Et puis comme ça, tiens, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se crée, et en fait, même en tapant un peu à côté, mais en fait il y a quelque chose qui marche, quoi. Pour moi, je dis la musique, mais c'est l'art en général. Et sincèrement, je ne vois pas plus puissant, ni plus spirituel, ni une discipline qui a plus de sens chez l'humain, qui résonne plus chez l'humain que l'art. Parce que on est né artiste par défaut. Je dis toujours, surtout en éveil. Le bébé, il chante avant de parler. Il dessine avant d'écrire et il danse avant de marcher. On est né par artistes. On est tous artistes. Après, au XXe siècle, l'art est devenu commercial. Et donc, on a perdu le vrai sens de l'art, qui est un besoin. On a besoin. C'est vraiment le côté symbolique de la vie, l'échappatoire. C'est tellement intime, c'est tellement subjectif, mais on en a besoin. Et donc, il faut revenir à ça et sauver un peu nos têtes, nos corps de tout ce qu'on a subi au XXe siècle par rapport à l'art, par rapport aux adolescents, à tout ce qu'ils reçoivent, surtout en musique, et revenir à l'origine, au sens originel de la musique et des arts en général, pour nourrir l'âme. C'est la nourriture de l'âme. On a besoin de cette nourriture pour vivre, pas la consommer. On produit l'art.
La sonothérapie a un tronc commun avec la musicothérapie, mais les deux disciplines sont bien différenciées. Vous l'aurez compris, dans sonothérapie, il y a son. Donc la spécificité de la sonothérapie, c'est d'utiliser les vibrations sonores, donc pas seulement la musique, mais vraiment le son, pour conduire à un état de bien-être. Le son, l'ambiance, le sensoriel que l'on a, ça fait partie de nous. Donc en fait, c'est quelque chose déjà, sans forcément parler de musique à écouter, de musique à produire, mais le son en général, ça fait partie intégrante de la personne. L'autre fois, j'ai rencontré un monsieur qui était un ancien camionneur. J'ai utilisé énormément de bruits visuels de camions, de travaux et de klaxons de camions. Voilà, donc ça fait partie de nous. Donc en fait, la musique, voilà, elle est intégrante. Et oui, comme le souligne Katia, l'affect que l'on peut développer avec notre sens de l'ouïe, il est tellement subjectif qu'un son qui pourrait être désagréable pour un autre, pourra pour nous être vraiment apaisant. Sans parler des effets relaxants de certains sons qui mettent tout le monde d'accord. Certains auront fait tout de suite le lien avec le mouvement de la musique concrète, théorisé par Pierre Schaeffer, qui a théorisé que n'importe quel son a sa propre musicalité et un bagage émotionnel associé. En fait, la nuance, elle vient aussi de l'approche. La sonothérapie, elle est davantage centrée sur la relaxation en séance. Le sonothérapeute va chercher la réduction du stress et la stimulation du bien-être physique et émotionnel par une connaissance approfondie de ce que chaque son peut induire. Et je vous avais promis un outil, c'est un outil qui est inspiré par la sonothérapie. Alors je précise que ce n'est pas un placement de produit. En fait, les sponsors, ils en ont rien à foutre de ma chaîne. On s'en fout! Entendez-vous tous ces sons relaxants derrière moi? C'est Melodia Therapy et je vous propose de découvrir cette application maintenant avec leur créateur. Martin, Bruno, bonjour. C'est quoi Melodia Therapy? Alors, Melodia Therapy, c'est le lien entre la science, le bien-être et la musique. On nous apprend très souvent à tout départager, à tout séparer dans la vie. Or, nous, on a envie de créer des liens et c'est ce qui se passe dans Melodia Therapy. Melodia Therapy utilise la sonothérapie. On peut parler de musique relaxante, on peut parler de sons de nature en 3 dimensions. On utilise aussi le battement binaural. Ce sont des vibrations qui ont un effet sur le cerveau. Donc, on est vraiment le lien entre sonothérapie, science et le résultat et le bien-être. C'est très simple, c'est facile. Il faut prendre 30 minutes pour soi, se mettre un casque sur les oreilles et il y a tout un tas d'effets possibles qui sont d'ailleurs validés par la science. On travaille sur base d'études scientifiques. On a engagé d'ailleurs des neuroscientifiques pour écrire nos protocoles. Donc, Melodia Therapy, c'est très simple d'emploi. Ça promeut le bien-être dans beaucoup de directions possibles et c'est basé sur des faits scientifiques. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche ? Alors, il y a deux choses qui ont motivé cette démarche. La première, c'est que j'avais envie d'ouvrir, ou plutôt de rendre ça accessible aux gens. C'est-à-dire que la sonothérapie, pour arriver chez un sonothérapeute, c'est une démarche que peu de gens ont. Et finalement, on est quand même, chacun à son niveau, mais on est tous connectés. On est tous connectés à nos téléphones. Et si on peut utiliser cet outil pour apporter du bien-être aux gens, il faut le faire. Pour moi, c'est vraiment... d'un point de vue plus large, toutes les vibrations dans ce monde, c'est pas moi qui le dis, c'est le plus grand physicien, etc. Et donc la sonothérapie est un outil avec les vibrations qui peut apporter énormément de bien-être. Donc la première chose, c'était cette envie de partager la sonothérapie. Et la deuxième, c'est que j'ai ma compagne qui est docteur, qui est spécialisée dans la fertilité, et qui cherchait un outil dans le genre sonothérapie pour aider ses patients. Et l'un dans l'autre, je me suis dit, je connaissais déjà le battement binaural, on en parlera plus tard dans la vidéo, et l'un dans l'autre, j'ai regardé les études scientifiques, etc. Je me suis rendu compte que c'était tout à fait viable et que ça aidait beaucoup les gens, donc voilà. Melodia Therapy, comment ça fonctionne ? Alors, Melodia, c'est très très simple. Melodia Therapy, pour l'utiliser, donc il faut aller sur l'application, il y a un petit texte d'introduction sur l'application, la sonothérapie. Pour commencer, on choisit son soin, la raison pour laquelle on est sur Melodia Therapy. Donc, par exemple, réduire l'anxiété,
diminuer les douleurs chroniques, diminuer les troubles du sommeil, améliorer sa concentration, améliorer sa créativité, etc. Il y a plus d'une vingtaine de soins disponibles. Quand on clique sur son soin, l'application va jouer du battement binaural au final. Donc on choisit son soin, cette vibration aura un effet sur les ondes cérébrales. Une fois qu'on a choisi son soin, on choisit son ambiance. Alors son ambiance, c'est où est-ce qu'on a envie d'être, où est-ce qu'on a envie de voyager. Il s'agit de sons de nature qui sont enregistrés sans pollution sonore, en 3 dimensions. Donc on a un effet de spatialisation qui est incroyable. Pour les amoureux et les techniciens du son, c'est un enregistrement en binaural natif, donc qui n'a rien à voir avec le battement binaural. On appelle ça du binaural natif, donc c'est de la vraie 3D. Et donc là, on choisit son son de nature. Alors on peut écouter des pluies apaisantes, on peut mettre plage et vagues, on a une promenade sur un lac qui est géniale. C'est un mec qui est dans un kayak, qui rame sur un lac avec tous les bruits d'oiseaux, etc. Il y a les ronronnements du chat, il y a un voyage en train, enfin voilà, il y a vraiment de tout. On choisit son ambiance, où est-ce qu'on a envie de voyager. Et pour terminer, on choisit une musique relaxante. L'idée de la musique relaxante, c'est d'englober tout ce soin sonore dans quelque chose de très agréable, de très confortable. Et puis, on arrive sur le player, il n'y a plus qu'à appuyer sur play. Et les 3 sons qu'on a choisis, on peut moduler chaque volume de chaque son. Moi, j'ai pas envie d'écouter la plage à fond, j'ai envie d'entendre un tout petit peu derrière. J'ai envie que la musique relaxante soit forte, parce que ça me fait du bien. Et le battement binaural, la vibration pour diminuer l'anxiété par exemple, je veux la mettre au minimum, j'ai pas très envie de l'entendre, elle fera quand même son effet. Et donc on peut moduler les volumes. Donc c'est une application qui est complètement personnalisable et on a un choix, si on combine toutes les possibilités de mémoire, il y a plus de 18 000 combinaisons. Je voulais juste ajouter encore une petite remarque, c'est que le nombre de combinaisons aujourd'hui est plus ou moins de 18 000, mais il évolue de semaine en semaine. Donc, peut-être que la semaine prochaine, il y en aura 22 000, peut-être qu'il y en aura 30 000, peut-être que ce sera dans un mois, il y en aura 100 000. En tout cas, on travaille toutes les semaines dessus, on rajoute toutes les semaines des nouvelles combinaisons possibles, tous les jours, toutes les semaines des nouveaux sons, des nouvelles musiques, et ça n'arrête pas d'évoluer. C'est le but de l'application. À qui Melodia Therapy est destinée? Donc, à la base, l'application est destinée au B2C, donc c'est-à-dire à l'utilisateur final. Et on n'avait pas du tout orienté notre stratégie, on va dire, s'il y a lieu d'en avoir une aujourd'hui, vers le B2B, c'est-à-dire les professionnels de la santé. Il y a des infirmières qui ont commencé à utiliser notre outil sur elles-mêmes, et puis elles ont commencé à les tester sur les patients. Et en fait, ils ont eu des résultats extraordinaires auxquels on s'attendait pas vraiment par rapport au monde médical. Et donc, on a un peu quitté le monde médical au début, et en fait, le monde médical nous a rappelé. Donc, que ce soit des centres de bien-être, des hôpitaux. L'application est utilisée en salle préopératoire, donc pour réduire l'anxiété des patients, en salle de réveil, les patients qui se réveillent après une opération. On a un hôpital ici en Belgique qui l'utilise dans leur centre d'algologie, donc le traitement de la douleur. On a ce centre de personnes cérébrolésées. On a 2 écoles spécialisées, dont une qui est spécialisée dans l'autisme, qui est un centre d'hébergement, parce que ça aide beaucoup les personnes autistes aussi. L'autre est un centre spécialisé polyhandicap, donc ils l'utilisent au quotidien. Ils font des séances avec le résident. Ou par exemple, ils nous ont donné un exemple auquel nous, on n'avait même pas pensé que c'était possible de l'utiliser. Ils partent avec leur résident à un endroit avec un autobus. Ils font leur activité, ils reviennent et donc les gars ils sont fatigués, ça grince dans le bus, etc. Ils mettent du Melodia Therapy sur le trajet retour avec le bus par exemple. Donc c'est vraiment assez précis. Et il y a aussi un univers dans lequel on aimerait bien rentrer parce qu'on pense que ça pourrait vraiment apporter du bien-être, c'est la gériatrie. Aussi, les personnes âgées sont malheureusement fort délaissées et c'est extrêmement dommage. Donc on espère pouvoir aller vers la gériatrie. Récemment, j'ai fait une compilation d'études scientifiques sur l'endométriose, qui est une maladie largement sous-évaluée. La société ne prend pas soin des femmes, c'est dramatique. Il existe des études sur l'endométriose et l'entraînement des ondes cérébrales, donc l'utilisation des ondes cérébrales. De mémoire, c'était les θ et les alpha. Et les résultats sont positifs. Donc là, on a mis, il y a quelques jours, un soin sonore dédié à l'endométriose. Voilà, il y a plein de secteurs dans lesquels on peut encore aller avec Melodia Therapy. Donc, Melodia Therapy, c'est avant tout une web application. Ça veut dire qu'on peut y accéder via votre site internet. Est-ce qu'il y a
un autre moyen de l'utiliser. L'application gratuite qu'on a faite jusqu'à aujourd'hui, elle nous a permis en fait d'étudier le marché, d'étudier le fait de savoir si ce que nous proposions comme produit plaisait aux gens, de l'améliorer, d'approfondir notre connaissance aussi des utilisateurs. Et donc, le produit qui est web aujourd'hui, pour nous, il est finalisé pour une belle version. On a bien écouté les gens. Demain, on va la rendre disponible sur les stores. Elle sera à 4,99 € par mois pour débloquer toutes les fonctionnalités. Mais avec un compte gratuit, on pourra déjà écouter plusieurs morceaux. L'avantage donc de l'avoir dans les stores, pour l'utilisateur final, c'est qu'il va y avoir des options qui vont être rajoutées au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas les dévoiler ici parce que notre roadmap, elle est vraiment quasiment illimitée et on va attendre d'avoir du retour des utilisateurs. La principale fonctionnalité, c'est que je prends l'avion, je prends mes sons avec moi, je n'ai pas de connexion Internet, je peux écouter Mélodia dans l'avion. C'est la principale fonctionnalité qu'il va y avoir. Donc ça va fonctionner sans le Wi-Fi. La punchline d'une chaîne d'art-thérapie, c'est « l'art n'est pas qu'un loisir, c'est une thérapie ». Quelle pourrait être la punchline de Mélodia Thérapie? On ne propose pas de la musique, on propose des ondes thérapeutiques. Vraiment, je vous encourage à l'essayer. Pour vous-même ou pour quelqu'un que vous prenez en charge, surtout si vous êtes professionnel du paramédical ou du médico-social. Ou même, pourquoi pas, thérapeute par l'art. Personnellement, je l'utilise régulièrement dans mes propres séances et le fait de pouvoir mixer en live les différents éléments sonores, ça permet vraiment de marquer de manière sensible chaque étape de la séance et de créer un climat vraiment relaxant. Donc un grand merci aux créateurs de Mélodia Thérapie pour avoir créé cet outil que j'estime d'utilité publique. Si par hasard ce sujet vous intéresse au point où vous souhaiteriez devenir musicothérapeute ou sonothérapeute, sachez qu'il existe des formations et des diplômes universitaires. Katia a un petit conseil à vous donner à ce sujet. Une personne qui souhaite être musicothérapeute, je lui conseillerais de rencontrer plusieurs musicothérapeutes de différentes écoles, parce que les écoles en France et en Europe pensent complètement différemment, et là par contre on n'est pas forcément très cohérents tous. On a vraiment une façon d'aborder le son et la relation très spécifique. Donc c'est la première chose que je conseillerais. On arrive à la fin de ce tour d'horizon des pouvoirs cachés du son et des thérapies qui passent par nos oreilles. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris quelque chose. Un immense merci à Katia, Béa, Stéphane, Bruno et Martin qui ont accepté de participer à cette émission. Vous trouverez tous leurs liens dans la description. Votre soutien, libre et gratuit, de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner, pourquoi pas d'aller voir mon site ou celui de mes confrères, eh bien c'est une marque de reconnaissance pour mon travail. Il y a tellement à dire en fait sur ces formes de thérapie que je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos, notamment certaines spécificités sur lesquelles je vois pas grand chose en fait. Je pense par exemple à la musique assistée par ordinateur que j'utilise en séance et vraiment le potentiel il est incroyable, surtout avec les jeunes personnes. Du coup, bon voilà, on fera d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très belle route. Et pour rester dans le thème, je vous souhaite une route rythmée et sans bémol. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche affirme que sans musique, la vie serait une erreur. L'erreur de trop serait peut-être de sous-estimer le potentiel de ces vibrations qui parcourent notre corps depuis toujours. Les thérapeutes par le son et la musique sont des aventuriers partis à la découverte d'un territoire peu connu, dont nous pouvons tout de même entendre les tremblements, les mélodies lointaines, les rires et les pleurs. Alors, serrons leurs mains fort avant le voyage et souhaitons leur bonne route pour notre bien, car à chaque retour auprès de nous, ils nous prouvent un peu plus que l'art n'est pas qu'un loisir. Mais un sandwich au saucisson! 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 Au saucisson!